Message de l'art des cavernes et des pétroglyphes. Vous pourrez passer directement à l'immersion par visualisation ou bien vous imprégner de repères historiques sur le paléoart avec de récentes découvertes pour contextualiser votre expérience. Il est impossible de tout évoquer puisque l'art des grottes et des pétroglyphes couvre des périodes si étendues qu'il serait presque impossible à nos esprits modernes de s'en faire une représentation claire. Juste par le mental au repos, de nouvelles compréhensions pourraient apparaître en laissant votre inconscient faire émerger des informations déjà enregistrées, livres, films, documentaires, conférences, œuvres d'art. Je vous souhaite une exploration insolite dans la préhistoire. Déjà, sur les récentes découvertes, qui sont peut-être quelques minutes d'écoute importantes de repères pour votre immersion, un fait remarquable sur la progression de la science, c'est Eske Witteslav, qui a utilisé des méthodes innovantes pour identifier l'ADN ancien précédant l'âge glaciaire, c'est-à-dire il y a 2 millions d'années. Les résultats sont extraordinaires et permettent de reconstituer les formes de vie, les traces d'hommes, leur alimentation, de vastes forêts du Groenland par exemple, des saules, des épicéas, des cèdres, des mammifères marins, des bus, des caribous et même des chameaux. Selon Brian Gordon, spécialiste de la préhistoire qui a notamment écrit sur les peuples de la lumière des étoiles au Canada, en plus des marques peintes et gravées sur de petits fragments d'os ou de pierre, presque tous les continents du monde rassemblent plus de 50 millions d'images rupestres, dont les premières identifiées en Inde datent de 700 000 ans avant Jésus-Christ. La rupestre comprend la roche peinte, incisée ou gravée. Certaines fresques remontent à plus de 42 000 ans, avec des représentations colorées d'animaux dans les grottes d'Altamira en Espagne, Chauvet et Lascaux en France, mais les premiers exemples sont des gravures d'animaux sauvages sur des parois en plein air. Alors il existe plusieurs techniques artistiques. Les pétroglyphes ou gravures sur pierre aux motifs géométriques ou animaliers qui datent principalement du néolithique, environ 8200 ans avant Jésus-Christ, mais également des cupules beaucoup plus anciennes et plus répandues dans le monde, sont des sortes de creusements en forme de bol dans la roche. Ce marquage pourrait marquer le positionnement des astres dans le ciel, comme des alignements planétaires particuliers. Les plus anciennes se trouvent dans la grotte de Bhimbetka en Inde, au néolithique inférieur, 700 millénaires avant nous. Ensuite, l'art pariétal semble plus répandu au Sahara, en Afrique du Sud, en Scandinavie, en Sibérie, en Australie, et démontrerait des liens entre un art tribal, une culture locale et une forme de religion, y compris l'évocation de pluie et même les intentions de guérison. Sans oublier le tatouage par incision piqueté par un maillet ou bien en passant un fil pigmenté par une aiguille en os d'oiseau, souvent des fous de bassan, ou encore une pierre d'obsidienne incisant la peau avant de frotter du pigment, comme de la suie noire. Le symbolisme des tatouages n'est pas encore clair, toutefois on a identifié des marques, des lignes parallèles, des croix a priori cachées par des vêtements ou des manchettes en cuir, pouvant suggérer une fonction thérapeutique, placée à l'endroit de blessures ou de maladies comme une forme primitive d'acupuncture. Alors oui, les avancées scientifiques remettent aujourd'hui en question les croyances que nous avons sur les êtres de la préhistoire. Tout ce que nous avons étudié dans les manuels scolaires peut être dorénavant réécrit. Pourquoi ? Puisque une approche comme l'archéologie cognitive, on examine le mode de perception et comment les premiers hommes ont réussi à exprimer leur représentation du monde, ses technologies ou sa capacité de domestiquer des systèmes d'énergie naturelle. Gardons en tête qu'ils vivaient sans aucune pollution sonore, gustative, olfactive, visuelle, alimentaire ni aquatique, et qu'en cela l'humain devait percevoir la nature de manière bien plus amplifiée que nous. L'évolution des théories sur la signification des représentations pariétales vient peu à peu déconstruire notre vision. L'empreinte des mains apposées sur les parois, souvent rouges et parfois noires, pour Jean-Claude et Lewis Williams, serait plutôt un stade d'expression de rituels spirituels qui ferait intervenir différents niveaux de conscience. L'un des plus anciens systèmes de pensée des sociétés dites chamaniques. Il y aurait un rapport organique étrange entre le minéral et la paume des mains. Pour Rouffignac, le rituel liait la personne, le voile rocheux et le monde des esprits derrière, qu'une sorte de fusion rituelle s'accomplirait. Concernant les pétroglyphes plus récents en Bretagne, les grands cercles et spirales typiques du néolithique qui se retrouvent au cairn de Gavrinis, donc en 4250 avant Jésus-Christ, les volutes et méandres gravés n'ont toujours pas à ce jour d'explication.
Concernant la théorie de la représentation du féminin par des images de triangles, d'ovales fendus ou de gouttes inversées, fréquents au Paléolithique, les motifs gravés, peints et parfois sculptés sont les plus souvent isolés ou associés à d'autres thèmes humains, mais rarement proches de fresques animalières. Toutefois, existe-t-il vraiment un panthéon préhistorique régi par une déesse féminine ? Si l'hypothèse du matriarcat primitif de Maria Gimbutas est passionnante, voire pertinente, elle s'oppose aux avancées scientifiques. La surinterprétation et les conclusions hâtives de Gimbutas ont aujourd'hui du mal à s'affirmer face à une grande variété de motifs, sur une amplitude périodique telle, parfois de plus de 300 000 ans, qu'il sera impossible de certifier quoi que ce soit. D'après Gimbutas, les spirales cercles et points seraient assimilés à des yeux. Quelques traits verticaux ou un M évoquant un filet d'eau qui coule ou l'onde d'une étendue seraient tous associés à une divinité féminine originelle. Or, l'espace temporel de l'archéomythologie autour d'une déesse va du moustérien moins 350 000 au magdalénien supérieur moins 17 000 à 14 000. L'esprit et les croyances qui animaient les artistes pouvaient évidemment différer et bien sûr se différencier selon les continents. Et même si le nombre de figurines masculines reste moindre, l'interprétation reste particulièrement hasardeuse, car il n'y a aucune preuve d'un pouvoir matriarcal dominant au Paléolithique dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'à ce jour. L'identification de telles déesses ancestrales de la terre ou de la fertilité impliquerait des rituels identifiables. Mais la déesse féminine apparaît plus clairement dans les sociétés agraires du Néolithique, la base de comparaison sur laquelle Gimbutas semble établir son analyse. Toutes ces symboliques renvoient des croyances de peuples agricoles, donc sédentaires, assujettis à des saisons, au renouvellement de la nature, à des menaces de destruction des lieux de vie fixes, des crues et même des processus de naissance et de mort, parfois d'enfouissement dans la terre. Les êtres retournés dans la matrice de la terre et ses eaux souterraines, mais cela n'est vérifiable qu'à partir du Néolithique ou de l'Antiquité. Alors comment décrypter la mythologie d'une société nomade sans écriture ? En se basant sur des traces de rituels clairs, comme les figurines de Vénus de Kostienski, enterrées la tête face à un ancien feu sous des omoplates de mammouth. Le rite pourrait indiquer une déesse dans le sens où la figurine associée à un rite codifié constitue des preuves tangibles. On sait qu'au magdalénien, les représentations perdent leur référence à la fécondité et développent des significations et une esthétique plus diverses. Certaines infractuosités sont effectivement marquées d'incisions ou de formes triangulaires, colorées d'ocre rouge pour indiquer les parties intimes du féminin. Pour certains chercheurs, ces traces évoquent un usage rituel magique ou religieux car la teinte rappelle la couleur du sang, peut-être pour symboliser un appel à la procréation ou la continuation de la vie, voire peut-être un acte guérisseur. La disposition même des peintures semble correspondre au sens de circulation dans la grotte. D'après le chercheur Barrière, les animaux se dirigent vers les profondeurs comme s'ils disparaissaient dans l'obscurité, dans l'autre monde, liés aux idées de vie et de mort. Mais les figures sortant de l'ombre et se dirigeant vers la sortie lumineuse signifieraient la renaissance, le retour à une saison particulière. Les deux porteraient certaines valeurs du féminin. Aussi, de nombreuses figurines féminines plus tardives sont retrouvées nues, semblant indiquer un culte à une Vénus primitive. Certaines portent un habit, des tatouages, des scarifications ou seulement des colorants, ce qui pose la question d'une distinction entre un rituel de fertilité, une guérison, avant de caractériser ces formes comme des déesses, qui n'est peut-être pas un système de pensée préhistorique, mais plutôt un lien avec la nature et les éléments totalement différents de nos visions actuelles. Les couleurs issues du charbon, le manganèse ou l'ocre broyé en poudre se mélangeraient à des graisses animales. L'ocre semble utilisé à des fins rituelles, mais aussi désinfectantes, selon Paul Bann, car il pouvait neutraliser les odeurs et préserver le corps défunt. On en retrouve sur des squelettes et des objets. Les femmes et les hommes du Paléolithique pouvaient aussi s'enduire le corps pour des raisons esthétiques, en se distinguant, en affichant l'appartenance à un clan, mais aussi pour se protéger du soleil, de la sécheresse et des insectes. Ainsi, on peut se demander pourquoi seuls le noir et le rouge sont utilisés alors que d'autres couleurs sont disponibles dans la nature, bleu, jaune, blanc. Pourquoi les sols ne sont jamais représentés? Les animaux semblent flotter dans les airs et toujours en relation avec des aspérités ou des fissures.
Ces représentations semblent une calligraphie de l'esprit, un moyen d'expression de messages importants inscrits éternellement dans un lieu rituel. Déchiffrer le sens des œuvres pariétales aux proportions monumentales relève d'un immense défi selon Jean-Loïc Lequellec. Son approche en mythologie comparée et l'étude récente de 432 cavités ornées du Paléolithique démontrent pourtant que l'utilisation des grottes comme lieu de stockage d'informations n'est pas viable. L'ornementation de cavernes ne semble pas utilitaire. Ce seraient des lieux propices au mythe de l'émergence primordiale, évoqué par des dessins ritualisés, répétés de millénaire en millénaire. Julien Duy a tenté d'établir une généalogie des premiers mythes fondateurs, car d'anciens peuples partageaient de mêmes idées. Dans toutes les civilisations, le mythe de l'émergence primordiale expose comment humains et animaux vivaient sous terre et sont sortis à l'air libre en passant par l'ouverture d'une grotte avant de se disperser. La plupart des humains représentés sont animalisés, qui correspond aux versions du mythe, sans distinction entre animaux et humains. Comme si les deux espèces étaient égales, l'humain se considérait du même monde, égal à l'animal. Leur distinction ne serait produite qu'au moment de l'émergence, à la sortie des cavernes. Ce qui n'est pas sans rappeler le mythe de la caverne de Platon. En Amérique du Nord, en Mésoamérique ou Océanie, on sait que des êtres désignés retournaient dans les cavernes, même quelques décennies plus tard, pour assurer la multiplication des vivants, rejouer la création, animer les germes de vie déjà évoqués sur les parois. L'existence d'activités cérémonielles pour maintenir ou réactiver les processus de vie en continu impliquerait des créations artistiques continuelles associées à des rites appropriés. Ces rituels prolongeraient alors la vie du clan ou de la tribu. Cet art jaillit de la nuit des temps comme une expression inaltérable et éternelle pour assurer la perpétuation du vivant, de l'humain, de l'animal et du végétal. Alors, quel rapport entre ces lieux choisis et ces rituels? La profondeur des grottes jouerait un rôle amplificateur de sensations, voire un activateur de vision. L'état de connexion avec des forces naturelles nécessite des conditions particulières, comme un site adéquat souvent choisi pour son isolement, ou sa proximité avec le ciel, des forces cosmiques, ou encore les profondeurs de la Terre avec les forces chthoniennes. Les parois, les voûtes et les sols accueilleraient dans un monde inférieur. La privation sensorielle de lumière, de chaleur ou de froid, de bruit et de stimulation sociale impliquerait un changement de représentation du monde. Le monde quotidien réel est celui des esprits. La surface de la paroi serait une membrane sensible entre les deux. La mise en œuvre de rituels éclairés de quelques flambeaux ou de feux de camp impliquerait des danses, des chants et des musiques, puisqu'on a retrouvé des flûtes en os, probablement des signes marquant des tonalités différentes sur des stalactites et stalagmites, produisant une mélodie minérale. Alors, quelle fonction auraient ces peintures d'animaux? Une théorie pencherait pour une représentation de chaman incarnant l'esprit, la manière de se déplacer, de rugir, d'interagir avec la nature de ces animaux. Peut-être à l'aide de remèdes, de champignons ou de plantes identifiées dans certaines sépultures, le chaman ancestral aurait pu incarner la nature sauvage animale pour mieux comprendre ses intentions, voire ses prochains déplacements. Il marquerait alors sa vision ou bien l'animal incarné temporairement sur les parois. Chaque représentation indiquerait une forme de magie ou de lien avec un monde surnaturel, comme les formes féminines marqueraient au même titre que la forme des grottes une perpétuation de l'espèce, entre le monde invisible des esprits comme le ventre et le monde baigné de lumière à la surface, la naissance à la vie du clan. Rien n'est sûr, tout est hypothèse. Avant de finir, quelques exemples spectaculaires de l'art pariétal et des pétroglyphes. Dans un instant, nous allons explorer l'art de la préhistoire.
comme un observateur extérieur et le plus instinctivement possible. Vous allez juste laisser apparaître les informations qui se manifestent en premier, des images, des sensations corporelles et tout phénomène qui se présente. Installez-vous au calme sur un lit ou sur un siège. Observez simplement les objets de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Autorisez même votre esprit à vagabonder. C'est son moyen de déconnecter en douceur des pensées attachées au passé ou aux actions dans le futur. Naturellement, l'esprit saura trouver le chemin vers votre monde intérieur. Et votre corps a déjà en mémoire un état de relâchement musculaire. Peut-être que vous pouvez inspirer longuement et retenir votre respiration. Essayez une deuxième fois. Inspire, rétention de l'air et contraction des mains, du ventre, des mollets, expiration, relâchement. Une deuxième fois. Inspiration, rétention de l'air, contraction de tous les muscles, expiration, relâchement. Votre corps se pose et se dépose agréablement. Percevez simplement la différence de température de votre souffle entre l'inspire et l'expire. Redescendez lentement votre conscience au niveau de votre bassin. Un état d'ancrage et d'apesanteur à la fois. Pleinement présent au phénomène du corps, laissez votre conscience percevoir un chemin. Peut-être même la plante des pieds se posera sur de l'herbe, pourquoi pas de la terre ou du sable. Les alentours s'animent de quelques bruits naturels, une rivière, des sons d'animaux. Et un peu plus loin, vous repérez l'entrée d'une grotte inhabitée. Sous l'ouverture, comme un chercheur, vous allez creuser un endroit pour trouver de l'ADN ancien. Peut-être les traces d'un feu, de nourriture et l'ADN d'un clan de chasseurs-cueilleurs. Observez juste les données qui s'affichent. Cette découverte contient toute la mémoire d'un clan. Et étrangement, en un instant, leurs esprits réapparaissent devant vous. Observez qui est présent, les vêtements, les objets.
Prenez juste l'information qui part à la chasse ou explore le territoire, qui reste sur le camp pour assurer la cueillette de plantes ou de baies. Autour du feu, vous allez participer à la préparation d'un repas. Écoutez les histoires des êtres qui vous accompagnent. Vous allez maintenant échanger avec eux sur l'usage de plantes, de remèdes et peut-être de tatouages que l'un d'eux porte sur son corps. À présent, demandez s'ils ont vécu des choses étranges avec la nature, la terre qui tremble, des périodes gelées, les eaux qui envahissent les terres ou des phénomènes de lumière dans le monde au-dessus de leur tête. Peut-être que l'un d'eux vous expliquera comment il décide de changer de territoire ou d'abri. Et pourquoi pas ce qu'il croit sur le disque de lumière le jour et le disque blanc de la nuit.
Vous allez demander à entrer dans la grotte pour observer des mémoires inscrites. En toute sécurité, vous pourrez explorer l'immense espace qui conduit dans les profondeurs de la Terre. Descendez jusqu'à un espace peint ou gravé en percevant toute l'atmosphère et les manifestations qui s'animent dans un tel espace. L'être à côté de vous vous évoque pourquoi les ancêtres ont représenté des animaux sur les parois. Maintenant, vous pouvez toucher les parois jusqu'aux gravures en forme de triangle ou des incisions recouvertes d'ocre rouge, pendant que l'être vous raconte le sens, peut-être lié aux femmes, de ces représentations. Il vous demande de vous installer un peu plus loin pour observer ces danses et entendre une sorte de cérémonie au son d'une flûte en os et peut-être la percussion des roches dans leur mélodie minérale. Après un moment de communication avec le monde souterrain, l'être vous apporte une sorte d'amulette en vous racontant ses visions.
Avant de remonter à la lumière, il vous propose de contacter la membrane entre les deux mondes, juste en apposant votre main sur laquelle il va projeter de l'ocre. Percevez juste où vous emmène le contact de votre paume sur la paroi. Remontez maintenant tranquillement à la surface, conscient des histoires ancestrales sur l'émergence primordiale du monde, et retrouvez les rayons du soleil. À votre retour, le clan vous propose de cheminer vers le nord, longeant la grande étendue mouvante où des animaux apparaissent et disparaissent. À chacun de vos pas, le temps semble avancer jusqu'à une période où des lieux gravés sont recouverts de terre. Et au détour d'un chemin, vous apercevez des alvéoles sur des rochers. Vous demandez à quoi ils servent, s'ils sont des cartes du cosmos ou toute autre chose. Dans un instant, vous allez aider les nomades à installer leur camp et accueillir pour faire du troc un clan du voisinage installé fixement, en élevant du bétail et même en cultivant leurs champs. Dans cette assemblée, l'une des femmes s'affaire à l'artisanat de magnifiques figurines féminines et vous explique leurs fonctions.
Avant de repartir, le clan accepte que vous rencontriez le ou la chamane des lieux pour vous remettre un message ou un objet précieux. Avancez vers l'endroit indiqué. L'être impressionnant vous interpelle déjà. Vous allez dans un instant pouvoir bouger votre corps et redevenir présent au présent. En laissant votre conscience intégrer toutes ces informations et toute cette expérience. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez réouvrir votre regard sur le monde extérieur.